Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Grande Histoire racontée par la petite Françoise. Je vais vous amener très loin en arrière, à moins 20, moins 30 avant Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste. Auguste, qui est un homme politique cynique, très intelligent, et nous allons nous intéresser à sa fille, sa fille adorée, Julia. Pour ce faire, pour vous recevoir, nous voici dans les arènes de Nîmes. Celles-ci ont été construites au 1er siècle après Jésus-Christ, donc nous, notre époque qui nous intéresse, c'était bien avant. Auguste, donc, homme politique éminemment intelligent, cynique, n'avait qu'une passion dans sa vie, c'était sa fille Julia. Il l'adorait. Il avait épousé Scribonia, mais le jour de son accouchement, il la répudie parce qu'il a jeté les yeux sur Livie. Livie elle-même qui était mariée et enceinte de son deuxième enfant. Mais peu importe, Auguste était l'homme fort, tout le monde plie devant lui et il épouse Livie. Au bout de 2 ans, il enlève Julia à sa mère et celle-ci est élevée au palais avec un tas d'autres enfants. Parce que sa sœur Octavie, qui avait épousé Marc-Antoine, a eu 2 enfants avec lui. Octavie élève aussi les 3 enfants que Cléopâtre a eus avec Marc-Antoine et Julia se rajoute, plus un tas de cousins, d'amis, etc. Et tout ce petit monde est éduqué de la même façon, filles ou garçons. Les filles, bien sûr, doivent apprendre à filer la laine, à tisser, ce qui embête bien Julia parce qu'elle dit que ça lui abîme les ongles. Tout ce petit monde donc fait la fête. L'été, ils vont à Baïs, sur la baie de Naples, où il y a des palais. Tous les empereurs ont bâti des palais dans cet endroit merveilleux. Ils prennent des bains dans des piscines creusées dans les rochers. Il y a des jardins, des esclaves qui les servent. C'est une vie absolument merveilleuse. Mais Julia a 12 ans et il faut songer à la marier. Et les fiançailles sont quelque chose de sérieux parce qu'il y a des promesses qui sont échangées ainsi que des anneaux. Et pour épouser Julia, on trouve Marcellus. Marcellus est un de ses cousins. Ils sont jeunes tous les deux, ils sont beaux, ils sont riches, tout va très bien. Il y a encore un théâtre à Rome qui existe, c'est celui de Marcellus. Parce que toute la vie d'Auguste aura été de se trouver un successeur. Il voulait instituer une dynastie. Et Livie ne lui donnant pas de fils, il cherche parmi tous ces jeunes qui gravitent autour de lui qui pourrait éventuellement lui succéder. Donc ce sera Marcellus. Ils sont très heureux, tout va bien, mais Julia s'est absentée avec sa mère pour aller justement à Baïs et Marcellus tombe malade. Et c'est Livie, la femme d'Auguste, qui va le soigner avec une abnégation magnifique, tellement bien qu'il meurt au bout de quelques jours. Voilà le problème reposé. Qui pourra succéder à Auguste? Évidemment, Livie a 2 garçons et elle les pousse aimablement sur le devant de la scène, mais Auguste n'en veut pas. Et comme deuxième époux à Julie, il lui impose son meilleur ami, c'est Agrippa. Seulement Agrippa a 30 ans de plus que Julie. Mais on l'a fait taire et ce sera Agrippa. Agrippa est un généralissime qui a vaincu Marc-Antoine à Actium, qui est un grand bâtisseur, un homme très intelligent, entièrement dévoué à Auguste. Bon, il est veuf, ça tombe bien, et il se marie avec Julia, qui, bon, au début, elle sert honnêtement son vieux mari, elle le suit dans ses campagnes en Orient, quand il va pacifier les Parthes, entre autres, mais elle n'a qu'une hâte, c'est de revenir à Rome. Et à Rome, elle fait la fête. Mais tout de même,
en 10 ans, elle lui aura fait 5 enfants. C'est quand même pas mal. Bon, et là, elle estime avoir fait son devoir et elle fait la fête. Mais Auguste attend d'avoir un successeur et il adopte les 2 enfants, les 2 fils aînés de Julia, Caius et Lucius. D'ailleurs, nous verrons l'inscription que vous voyez là, qui se trouve qui était apposée sur la maison carrée de Nîmes, qui est le temple romain le mieux conservé au monde. C'était ces 2 petits enfants qui allaient devenir ses successeurs. Du moins, c'était comme ça. Je vous laisse penser ce qu'a pu ressentir Julia, à qui on a pris ses enfants et elle a été mise de côté, donc on comprend un peu qu'elle ait fait la fête. Mais Agrippa n'est pas éternel et il finit par mourir, parce qu'il était âgé et fatigué. Donc Julia se dit, bon, je suis libre, tout va bien, mais non, tout va pas bien. On va la marier. Elle a quand même, elle n'a pas 30 ans, on ne va pas laisser une jeune femme comme ça, sans avoir de progéniture, sans être mariée. Donc, qui va-t-on lui donner? Et Livie, la femme d'Auguste, une fois de plus, pousse en avant son fils Tibère. Julia et lui, on n'a jamais vu 2 personnes aussi opposées. Autant Julia est gaie, joyeuse, qu'elle aime faire la fête, comme je l'ai dit, autant Tibère est austère, taciturne, ne s'intéressant qu'à la philosophie. Il finira sa vie tout à fait isolé sur l'île de Capri. Et en plus, il est marié et il adore sa femme. Qu'à cela ne tienne, Auguste l'oblige à divorcer. Tibère et sa femme ont un chagrin immense, mais le maître a dit, et le voilà qui épouse Julia, avec laquelle ils n'ont rien en commun. Donc, les scènes démarrent entre eux, elle a un enfant qui meurt en bas âge, et puis terminé, chacun va de son côté, et puis c'est tout. Et Tibère, bon gré mal gré, il s'apprête à succéder à Auguste. Et à ce moment-là, Julia laisse se libérer tous ses instincts de fête, et elle trompe abondamment son mari, qui ne l'est pas vraiment, hein. Mais bon, elle a plusieurs amants, elle s'affiche dans les rues de Rome, elle fait des fêtes, jusqu'au point de décorer une statue qui représente la vertu. Et ça, elle bafoue toutes les règles que voulait Auguste. Entre autres, une fois, elle se met une tunique tout à fait légère. Son père lui a fait la remontrance. Le lendemain, elle arrive avec une tunique austère et elle dit « Voilà, cette tunique est pour mon père. Celle d'hier était pour mes amis qui, eux, au moins, ont mon âge. » Elle s'en laisse pas compter. N'empêche qu'elle fait tout ce qu'elle ne devrait pas faire. Parce que les Romains l'adorent, mais on ne peut pas aller trop loin quand même dans la vertu, dans la rigueur qu'a imposé Auguste, qui voulait une famille vertueuse, comme exemple pour toutes les familles de Rome. Et on voit les amis de Julia être assassinés, il y a beaucoup de suicides, mais que faire de Julia? C'est quand même sa fille et c'est une princesse. Alors il a une idée. Il songe à l'île de Pandatoria. L'île de Pandatoria se trouve pas très loin de Naples, dans la baie de Naples. Et Pandatoria est une île d'1 kilomètre carré. C'est un rocher, il n'y a rien dessus. Il y a des vents épouvantables, rien ne pousse. Auguste a pris soin de faire bâtir une maison pour y emprisonner sa fille. C'est une espèce de forteresse. Là, elle est gardée par des légionnaires qu'on a pris soin de choisir très laids, de manière à ce qu'elle ne soit pas tentée. Et ces légionnaires sont frustres, ils ne lui parlent jamais. Elle ne peut ni lire, ni écrire, ni se plaindre. Une fois par mois, on apporte de la nourriture et on fait le changement des militaires qui la gardent, quand on y pense. Heureusement, sa mère va pouvoir venir la rejoindre. Mais sa mère, en guise de soutien, ne sait que lui dire « tu as vu ce que fait ton père, tu as vu quel être c'est, etc. » Et la malheureuse Julia passe son temps
à pleurer, à regarder là-bas dans le lointain, Baïa, la baie de Naples, toutes ces merveilleuses cités, mais elle les voit de loin, elle ne peut rien faire d'autre. Sa mère, qui l'accompagne donc, a pu recevoir du papier, mais Julia aura beau écrire à son père en le suppliant « Enferme-moi dans un temple, mais s'il te plaît, laisse-moi encore écouter les bruits de Rome. Je suis trop loin de tout. » Évidemment, pas une fois il répondra et il ne se passe rien. Elle n'a pas le droit même de faire de la musique, de la peinture, rien. Elle n'a rien, cette malheureuse Julia. Elle restera 4 à 5 ans sur cette île et après, trouvant que c'est peut-être trop près de Rome, Auguste l'envoie sur l'île de Rhegium. C'est près de la Sicile. Les conditions de rétention sont les mêmes. Elle va y rester 16 ans. 16 ans pendant lesquels Auguste sera inflexible. Elle survivra 2 ou 3 ans à son père et elle verra disparaître tous ses enfants parce que Lucius et Caius, les prétendants à la succession d'Auguste, ont des accidents mystérieux et ils disparaissent. Elle a sa fille Julie qui malheureusement fait comme elle fait beaucoup la fête. Donc, on va la mettre sur l'île de Pandatoria pendant que Julia est exilée à Rhegium. Un autre de ses fils, on trouve qu'il est malade mental et on l'exile sur une autre île. Et le dernier, Postumus, né après la mort d'Agrippa, Postumus est exilé sur une île parce qu'on dit qu'il va faire un complot contre Auguste, qu'il est dangereux. Auguste est allé lui rendre visite. Et il a dit, mais il est bien Postumus, je vais le faire revenir, je me suis trompé. Et mystérieusement, il est assassiné. Donc, Livie, pardon, je suis peut-être mauvaise langue, Livie a obtenu ce qu'elle voulait, c'est son fils Tibère qui règne. Et Tibère n'en avait pas du tout envie, mais il est là. Auguste avait fait bâtir un mausolée où il voulait que reposent toutes les cendres de sa famille, ses plus proches. Et finalement, il n'y aura personne, ni Julia, sa fille, ni ses 5 petits-enfants. Je me demande ce que voulait nous dire Julia. Je suis contente de l'avoir fait ressusciter quelques minutes, parce que peut-être voulait-elle simplement nous dire « Je voudrais être libre, laissez-moi tranquille ». Pour vous décrire cette histoire, je me suis imprégnée de l'ouvrage de Catherine Salle, « L'art de vivre au temps de Julia, la fille d'Auguste ». Si cette histoire vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce bleu et à mettre des commentaires, parce que ce sera précieux pour moi et pour le référencement. Je vous dis au revoir, merci, ah ouais.